Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis interne premier semestre en anesthésie-réanimation, je suis en ce moment en stage à 17. Et aujourd'hui, je vous présente un topo que j'ai appelé Entrée stop or not, un topo concernant l'adaptation des traitements, mais en réalité plutôt d'un traitement de l'insuffisance cardiaque au contexte périopératoire à l'anesthésie. Et j'ai été encadré par le docteur Adrien Julia, que je remercie. Pour commencer, je vous fais un petit cas, celui de Monsieur Coeur, 71 ans, un patient que vous voyez en consultation d'anesthésie pour une colectomie par laparotomie dans un contexte de perte d'adénocarcinome du côlon. Il a comme principaux antécédents une insuffisance cardiaque post-ischémique avec une fraction d'éjection du ventricule gauche révélée récemment à 35%, ainsi qu'une HTA modérée équilibrée sur traitement. Parmi les traitements qui vous présentent à la consultation d'anesthésie, vous avez ceci, de l'Entresto, notamment, du bisoprolol, de la spironolactone, la dapagliflozine et de la torvastatine et du cardégique. Alors pareil, j'ai été un peu moins évangéliste, je ne vous ai pas fait un clap. Je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que vous faites de l'Entresto? Est-ce que vous le poursuivez jusqu'au jour de la chirurgie? Est-ce que vous l'arrêtez 24-48 heures avant la chirurgie? Est-ce que vous l'arrêtez le matin de la chirurgie ou est-ce que vous l'arrêtez une semaine avant la chirurgie? Qui répond la A? Qui répond la B? Qui répond la réponse C? Enfin, qui répond la D? Je vois que c'est un peu mitigé, et bien justement, je ne vous donne pas tout de suite la réponse, on va avancer un petit peu, et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Alors déjà, un petit rappel concernant l'insuffisance cardiaque. Comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé publique majeur, puisque en 2022, selon Santé publique France, c'est un problème qui concerne 2,6% de la population adulte, soit 1,3 million de personnes en France. Et notamment pour nous, c'est un problème en anesthésie, puisque c'est un facteur de risque indépendant, maintenant c'est bien connu, un facteur de risque indépendant de complications périopératoires, notamment de mortalité post-opératoire importante. Ça a été encore une fois démontré encore récemment en 2019 par Alarman et son équipe dans une étude de grande envergure qui a montré que les patients insuffisants cardiaques ont un risque de décès post-opératoire important à 90 jours, presque 2 fois plus important que la population générale. Alors, définissons un petit peu cette insuffisance cardiaque, même si on la connaît quand même bien maintenant aujourd'hui. L'insuffisance cardiaque est définie comme l'incapacité du cœur à fournir un débit cardiaque suffisant à la perfusion systémique et ou à fonctionner avec des pressions de remplissage normales. Et ces anomalies sont responsables de signes fonctionnels et de signes cliniques, auscultatoires, dyspnées, etc. Les dernières recommandations de l'ESC en 2021, qui ont été mises à jour en 2023, classent l'insuffisance cardiaque en 3 groupes. Un groupe qu'on appelle insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, avec une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%. Un groupe insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, supérieure à 50%. Et puis entre les deux, un groupe intermédiaire qu'on appelle insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite. Mon focus aujourd'hui, ça va surtout être sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, puisque je vous parle de l'Entresto, et puis c'est la catégorie dans laquelle l'Entresto a le plus été étudié, le plus été validé. Je vous parlais des guidelines 2023 de l'ESC. Voilà la prise en charge thérapeutique qu'elle recommande. En première intention chez un sujet insuffisant cardiaque, à la fraction d'éjection réduite en particulier, puisque c'est ce dont je vais vous parler encore une fois aujourd'hui. Comme traitement de fond, pour diminuer la mortalité, pour diminuer les hospitalisations pour décompensation d'insuffisance cardiaque, l'ESC recommande une quadrithérapie initiale composée d'un IEC ou d'un ARNI. L'ARNI, c'est un inhibiteur de la néprilésine associé à un inhibiteur, un antagoniste du récepteur à l'angiotensine 2. C'est notamment le cas de l'Entresto dont je vous parle aujourd'hui. Une quadrithérapie qui comprend également un anti-aldostérone, un bêta-bloquant et un inhibiteur de SGLT2, par exemple la dapagliflozine,
Forxiga. Dans un second temps, l'ESC recommande également, pour traiter les symptômes congestifs, l'utilisation des diurétiques. Ça, c'est surtout pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. L'ESC recommande également une quadrithérapie assez similaire pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite, mais avec une force des preuves scientifiques un peu moins élevée. Donc, c'est une quadrithérapie assez similaire. Les recommandations sont juste un peu moins fortes. Concernant maintenant l'adaptation des traitements de cardio au contexte périopératoire, des guidelines de l'ESC sont sortis en 2022. C'est celle qu'on utilise et qu'on commence à bien connaître. C'est celle que je vous présente maintenant. Mais malheureusement, en fait, elle concerne essentiellement les anciens entre guillemets, traitements d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, ça c'est un problème. En parallèle, l'ESC et puis également l'American Heart Association soulignent une problématique qui est celle du manque de données pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Les recommandations actuelles disent qu'il est raisonnable de poursuivre les bloqueurs du système rénine-angiotensine dans l'indication insuffisance cardiaque en périopératoire et plutôt de les arrêter le jour de l'intervention pour l'hypertension artérielle. Mais on est quand même confronté à ce problème qui est celui du manque de données. Bon, alors l'Entrestro, alors qu'est-ce qu'on en fait? On a aussi le même problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données, quoi. Il n'y a vraiment finalement pas beaucoup de littérature concernant l'Entresto dans ces contextes de soins un peu critiques, et en fait il n'y a vraiment pas de données du tout finalement sur l'Entresto dans le contexte de l'anesthésie et dans le contexte de la réanimation, qui pourrait nous aiguiller sur notre attitude à adopter en contexte périopératoire. Et puis quand on épluche un petit peu, on trouve seulement une mise à jour pour le praticien en anesthésie qui date de 2024, qui est publiée par l'équipe d'Alice Blais de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui donne une conduite à tenir pour l'adaptation de tous ces nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque. On pourrait se dire du coup qu'on a quand même des pistes de réflexion, et pas forcément, puisqu'en réalité il s'agit essentiellement d'une analogie faite avec les autres bloqueurs du SRA qu'on utilise, les EC et les ARA2, qui est faite avec les ARNI, donc notamment l'Entresto. Bon, problème. Pour aller plus loin, je vous parle un petit peu de l'Entresto, puisque c'est la thérapeutique d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est l'Entresto finalement? Ça a l'air d'être un petit peu la panacée du cardiologue depuis quelques années. L'Entresto, en fait, c'est une association de deux molécules. D'une part, le sacubitril, qui inhibe la néprilésine, qui est une enzyme dont je vais vous parler dans un instant. En réalité, c'est pas vraiment le sacubitril qui l'inhibe, c'est plutôt le sacubitril est une prodrogue, donc c'est son métabolite qui l'inhibe directement. Et puis l'association avec une autre molécule qu'on connaît assez bien, le valsartan, qui est un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2. C'est une thérapeutique qui a eu l'AMM en 2017, dans l'indication insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, grâce à une étude Princeps qui a un peu révolutionné la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, une étude qui a été conduite, dont les résultats ont été publiés en 2007. Alors, je vous parle un peu plus précisément du fonctionnement de l'Entresto, l'association sacubitril-valsartan, comment ça fonctionne. D'une part, il y a le valsartan qu'on commence à quand même bien connaître, qui inhibe la voie du système rénine-angiotensine, une voie qui lorsqu'elle est inhibée, lorsqu'elle est activée, va augmenter la pression artérielle, va augmenter le tonus sympathique, augmenter la rétention hydrosodée, et donc conduire à tous ces mécanismes compensateurs qui sont favorables et qui permettent de pallier à la diminution du débit cardiaque et de la perfusion systémique, mais qui finalement vont finir par être délétères à long terme et conduire à de la fibrose, à conduire à du remaniement myocardique, du remodelage pathologique. L'inhibition de cette voie finalement va permettre de faire l'inverse. La deuxième molécule de cette association, c'est justement le sacubitril, dont la prodrogue va inhiber la néprilésine. Alors la néprilésine, qu'est-ce que c'est? C'est une enzyme qui permet de dégrader les peptides natriurétiques, et notamment le BNP. Le BNP, c'est ce peptide qui est sécrété par le myocarde lorsqu'il y a un stress sur la paroi myocardique, et donc qui va conduire à
peu près tout l'inverse en fait finalement du système rénine-angiotensin, c'est-à-dire à diminuer la pression artérielle via une augmentation de la natriurèse et de la diurèse, va permettre de diminuer le tonus sympathique, de diminuer la dostéronémie, en fait finalement de contrer un petit peu tous ces phénomènes pathologiques qui conduisent à un remodelage myocardique pathologique. Le sacubitril justement va permettre d'augmenter un peu artificiellement les taux de BNP en diminuant sa dégradation. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes chez un patient insuffisant cardiaque et pour permettre son contrôle sur le long terme. Alors je vous parlais de cette étude, l'étude Paradigme HF, une étude qui a un peu révolutionné la cardiologie, qui a permis justement de mettre sur le marché l'Entresto. C'est l'équipe de McMurray en 2016, John McMurray à Glasgow, qui a mené un essai contrôlé randomisé en double aveugle avec une population d'environ 8000 patients de plus, insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection altérée, qui ont été suivis sur 27 mois. Et donc l'équipe a constitué deux bras, un bras expérimental avec la quadrithérapie que je vous ai présenté tout à l'heure, comprenant l'Entresto. Donc ici c'est le LCZ 696, c'est son nom pharmacologique, pré-commercialisation. Un deuxième bras, un bras contrôle, dans lequel on avait un IEC à la place de l'Entresto. Et donc ces deux bras ont été comparés sur un critère de jugement principal composé de la mortalité cardiovasculaire et du taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Voilà. Alors qu'est-ce que cette équipe a réussi à démontrer? Alors déjà, l'étude a été arrêtée prématurément pour efficacité, parce qu'effectivement l'Entresto a réussi à montrer sa supériorité sur l'enalapril en termes de mortalité cardiovasculaire, d'hospitalisation et de mortalité toute cause. On le voit ici, du coup, c'est la probabilité cumulative de réalisation du critère de jugement principal sur ce graphe au fil du temps. Et l'Entresto a permis de diminuer la mortalité et les hospitalisations de presque 20%. Ça a été quand même quelque chose de fort. Alors, on s'est posé la question de l'arrêt, mais si on veut l'arrêter, finalement, quand est-ce qu'il faut l'arrêter? Alors, pour répondre à cette question, on va regarder un petit peu quelques données de pharmacocinétique concernant ces deux molécules. Finalement, quand on regarde le sacubitril et puis son métabolite, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ici a un nom un peu barbare, c'est le LPQ 657. Je ne vous dirai pas si vous ne vous en souvenez pas. Et le valsartan ont une élimination qui est un peu partagée, hépatique et rénale. Et donc le sacubitril et son métabolite, eux, sont éliminés à peu près en 12 heures et le valsartan en à peu près 10 heures. Ce qui fait que chez un patient qui a une fonction hépatique et rénale normale, l'élimination à 97%, soit 5 demi-vies, se fait en 3 jours. Revenons un petit peu à la littérature. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de données, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'il y a une étude toute récente qui évalue les stratégies de poursuite et d'arrêt des bloqueurs du système rénine-angiotensin en contexte périopératoire et qui inclut notamment des patients traités par Entresto. Ça tombe bien, c'est une étude dont les résultats ont été publiés tout récemment, en septembre 2024, que je vais vous présenter tout de suite. Cette étude, c'est l'essai Stop or Not. C'est un essai contrôlé randomisé multicentrique français qui a été mené par l'équipe de Mathieu Legrand, qui a randomisé 2000 patients traités par inhibiteur du système rénine-angiotensin, prévu pour une chirurgie majeure non cardiaque et qui les a rangés en deux stratégies. La première stratégie, c'était une stratégie d'arrêt, donc 48 heures avant la chirurgie, et dans un autre groupe, les autres patients étaient placés dans une stratégie de poursuite jusqu'au jour de la chirurgie de ces médicaments. Ils les ont comparés sur un critère de jugement composite, encore une fois, en prenant la mortalité toute cause et l'incidence des complications post-opératoires majeures dans les 28 jours, donc c'est des complications cardiovasculaires, insuffisance rénale, hyperkaliémie, insuffisance respiratoire et sepsis. Qu'est-ce que cette équipe a observé? Ils ont observé qu'il n'y avait pas de différence, ils n'ont mis en évidence aucune différence entre les deux groupes sur le critère de jugement principal. Donc là, c'est la courbe de Kaplan-Meier qui montre l'incidence cumulée de réalisation du critère de jugement principal dans les deux groupes et qui ne montre pas de différence statistique entre les deux stratégies avec un hazard ratio à 1,02. Pas de différence sur les complications. Un critère de jugement secondaire important, c'était le taux d'épisodes d'hypotension, puisque finalement c'est ce qu'on craint, et c'est ce qui nous pousserait à arrêter une thérapeutique, ces thérapeutiques-là en périopératoire.
Et donc, alors, ils ont évalué le taux d'épisodes d'hypotension. Alors, effectivement, ils ont montré qu'il y avait plus d'hypotension dans le groupe poursuite. Il y avait un odds ratio significatif à 1,78. Mais la particularité, c'est que ces hypotensions-là et ces épisodes ont été de durée courte, avec une différence médiane entre les deux groupes de ces épisodes-là de moins de 4 minutes. Ce qui fait que c'est une différence qui est probablement peu pertinente cliniquement, qui est facilement réversible avec l'utilisation des catécholamines, qui est déjà assez largement chez ces patients-là, et probablement pas suffisante pour mener à une majoration du risque de complications. Ce qui a permis de conclure avec cette étude-là que finalement, une stratégie de poursuite comme une stratégie d'arrêt sont toutes les deux aussi acceptables, l'une comme l'autre dans un contexte de chirurgie majeure non cardiaque. On pourrait se dire qu'on a la réponse à notre question, mais pas vraiment. Pourquoi ? Parce que on est déjà confronté à un premier problème, c'est que dans cette étude-là, la population a été essentiellement traitée dans l'indication HTA, avec ces bloqueurs du système rénino-angiotensine. Seulement 6% des patients l'étaient pour insuffisance cardiaque, ce qui ne correspond pas vraiment à la population qui nous intéresse aujourd'hui. Et le deuxième problème, qui est encore plus gros, c'est qu'initialement, cette étude était censée analyser dans un sous-groupe particulier les patients sous Entresto. Malheureusement, en fait, ils n'en ont absolument pas parlé. Il n'y avait pas de sous-groupe Entresto qui a été analysé séparément. Donc, ce qui nous ramène un petit peu à la case départ, on n'a toujours pas de données sur l'Entresto en particulier. Probablement que les patients qui étaient sous Entresto en fait étaient rangés dans la case ARA2, puisqu'ils ont rangé les patients dans des cases soit ARA2, soit IEC. Alors, ce qu'on peut faire dans ce contexte-là, c'est essayer d'extrapoler un petit peu les données de la littérature sur les effets bénéfiques et indésirables de l'Entresto et qu'on peut attendre de cette thérapeutique-là. Et on peut essayer de les extrapoler à l'anesthésie. La première question, c'est qu'est-ce qu'on craint finalement chez ces patients-là. Si on poursuit la thérapeutique, la problématique principale à laquelle on va penser en premier, c'est les hypotensions. Alors, on a déjà vu qu'avec les bloqueurs du SRAA, c'est un risque qui est probablement faible, notamment grâce à l'étude Stop-Note, et ces épisodes sont rapidement réversibles avec l'utilisation d'amine. Bon, on va voir si c'est extrapolable à l'Entresto. La deuxième grosse crainte qu'on peut avoir, en fait, c'est d'autres complications, un type notamment d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, et la majoration du nombre de troubles ioniques, notamment d'hyperkaliémie. Alors, il y a une équipe qui a conduit une méta-analyse d'études sur l'Entresto pour essayer de tirer des données d'efficacité et de sécurité, mais qui permettent d'apporter des premiers éléments de réponse. Ils ont inclus 5 grosses études, notamment Paradigma-Shep, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'étude Princeps qui a permis la commercialisation de l'Entresto, et donc des études qui incluaient des patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et d'autres qui avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche préservée. Donc c'est des études qui comparaient l'Entresto à une drogue de référence, c'était l'enalapril. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les données de sécurité, et donc dans cette méta-analyse, ce qui a été démontré, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de différence, il n'a pas été démontré de différence en termes d'insuffisance rénale ou d'hyperkaliémie entre les deux groupes. On voit ici le forest plot qui montre que l'effet global n'est pas orienté dans une direction ou dans une autre pour l'hyperkaliémie ou l'insuffisance rénale. Par contre, ce qui a été démontré effectivement, c'est qu'il y avait une majoration significative du risque du nombre d'hypotension symptomatique avec l'Entresto, avec un risque relatif à 1,43, mais qui pour la plupart en fait finalement ont été assez bien tolérés, qui n'ont pas mené à une interruption du traitement, et donc qui probablement ne vont pas impacter fortement notre prise de décision. À noter également que ce résultat en fait, est à prendre sur le plan statistique avec précaution, puisque il y a une forte hétérogénéité, un coefficient d'hétérogénéité important sur la question des hypotensions, donc un coefficient d'hétérogénéité à 82%. C'est-à-dire que les études en fait, méta-analysées, elles avaient des conclusions divergentes sur la question des hypotensions. Maintenant, quels bénéfices on peut attendre de la poursuite de cette thérapeutique ? Est-ce que finalement on a moins de décompensation d'insuffisance cardiaque et en particulier, c'est ce dont je vais vous parler, est-ce qu'on diminue la fréquence des passages en FH chez ces patients ? Alors pourquoi je vous parle de ça ?
parce que je vais vous présenter dans quelques instants un article qui pourrait montrer effectivement que l'Entresto pourrait avoir des propriétés anti-arythmiques, ce qui pourrait être intéressant chez nos patients. Pourquoi ça peut être intéressant chez nos patients? Parce que la fibrillation atriale post-opératoire, c'est quelque chose qui est assez fréquent en post-opératoire d'une chirurgie majeure non cardiaque. Les chiffres pourront aller jusqu'à 10% en chirurgie majeure abdominale par exemple. Voilà. C'est également une cause importante, c'est une des principales causes de décompensation cardiaque périopératoire et elle est responsable d'un allongement de la durée d'hospitalisation et d'une surmorbidité importante immédiate et à long terme. Alors je vous présente du coup ce dernier article publié par Wang et son équipe en 2022 qui ont essayé d'analyser les données émergentes qui suggèrent un effet anti-arythmique et anti-arythmogène de l'Entresto. Ils rapportent d'abord des données préliminaires issues d'une étude qui s'appelle Save the Rhythm, qui est une étude observationnelle prospective qui compte à ce stade à peu près un peu moins de 200 patients insuffisants cardiaques et dont l'objectif était de rapporter l'évolution du nombre d'épisodes d'arythmie supraventriculaire, en particulier de FA, chez des patients qui n'avaient pas de FA permanente et qui a l'air de montrer en fait une réduction significative de ces épisodes, jusqu'à 24% selon les doses d'Entresto. C'est une première chose. Et puis, l'équipe de Wang a également rapporté sur une étude expérimentale sur un modèle animal qui montre que des lapins qui sont susceptibilisés au passage en FA, que l'imprégnation en Entresto diminue l'inductibilité de la FA et allonge la période réfractaire des oreillers. Maintenant, voilà, les mécanismes restent assez incertains, mais on a probablement une part chronique par diminution de la pression d'oreillette droite et de sa dilatation, mais également un effet de modulation des caméléniques qui sont impliqués dans la pathogénie de la FA. Comme démontré ici, en fait, l'Entresto a diminué l'expression de ces deux facteurs qui font partie de la physiopathologie de la FA. Et donc, il y aurait potentiellement un effet anti-arythmogène qui pourrait aussi diminuer l'incidence des décompensations cardiaques périopératoires chez le patient insuffisant cardiaque. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces infos-là? Bon, ce qui se dégage clairement, c'est qu'il y a le problème du manque de données, un vrai problème de ce côté-là. Il n'y a pas assez de littérature spécifique, il n'y a pas de littérature spécifique et fiable sur l'utilisation d'Entresto en contexte anesthésique. Donc c'est ce qu'il va falloir attendre des auteurs dans les prochaines années. Mais avec les littératures existantes, les données actuelles sont plutôt vraisemblablement en faveur d'un maintien d'Entresto en périopératoire dans l'indication d'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'analogie avec les IEC et les ARA2 elle est plutôt pertinente, notamment sur le fait qu'il n'y a pas de franche différence significative en termes de complications entre les IEC ARA2 et l'Entresto. Il n'y a probablement pas de différence cliniquement pertinente en termes d'hypotension, ce qu'on a vu avec les études que je vous ai présentées. Et puis, il existerait probablement une diminution probable de l'incidence de la fibrillation atriale post-opératoire et donc des décompensations cardiaques. Toutefois, je précise que pour moi, ça reste à l'interprétation et donc à l'appréciation du clinicien d'évaluer le risque d'hypotension et donc d'individualiser la prise en charge. Et donc, effectivement, si le clinicien décide de l'arrêter, dans ce cas-là, un délai de 3 jours semble pertinent au vu sur la base des données pharmacocinétiques que je vous ai présentées un peu plus tôt.